Bonsoir, bienvenue, totalement libre, c'est parti, 22h07, un petit peu de retard, mais ça c'est pas grave, hein, je pense qu'il y en aura beaucoup plus dans l'histoire de l'émission à mon avis, ça ne fait que commencer. Bonsoir à tous, merci d'être présents pour les 2-3 personnes qui sont là ce soir sur le chat de Discord. Je vous rappelle que le chat va vous permettre de pouvoir interagir avec nous tout au long de la soirée, il n'y a pas de souci. Vous pourrez aussi alors donc je disais sur le chat de Twitch, pour interagir, il y aura aussi possibilité de pouvoir venir parler avec nous sur Discord. Qu'est-ce que Totalement Libre ? Eh bien, Totalement Libre, c'est une émission où vous serez totalement libre, mais partiellement. Ça, c'est le concept de l'émission. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, voilà, en écoutant, etc. Et l'objectif, en fait, voilà, c'est de parler un petit peu d'actualité ensemble, de parler de choses qui font notre quotidien. Pas forcément avec un regard journalistique, parce qu'on n'est pas journaliste, pas forcément avec un regard de spécialiste, parce qu'on n'est pas forcément spécialiste des sujets dont on va parler, mais on a forcément au moins un positionnement, un regard sur la situation, et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder ensemble nos différents points de vue, de les échanger, de les confronter, potentiellement même d'apprendre et d'essayer ensemble de comprendre un peu mieux le monde. Et pour faire cela, j'ai 2 personnes qui vont m'accompagner, qui ne sont pas n'importe qui. J'ai peut-être la personne la plus intelligente de mon entourage qui va nous accompagner ce soir et qui s'appelle Kofi. Bonsoir Kofi. Bonsoir, est-ce que tu m'entends ? Je ne t'entends pas. Alors je pense qu'il y a peut-être un souci technique, ça commence, c'est pas grave, hein. On va régler ça. Kofi. Ça ne vient pas de chez toi, ça venait de chez moi, bonsoir, voilà. C'est pour ça que je disais que t'étais la personne la plus intelligente de mon entourage, parce que la bêtise n'était pas de chez toi, elle venait de chez moi. C'est moi qui avais fait cette bêtise-là. Et une autre personne qui est peut-être la personne la plus drôle de mon entourage, qui s'appelle le Baron. Exactement, voilà, c'est ça. Mais ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que toi, tu es drôlement intelligent. C'est ça aussi que j'ai oublié de dire. Oui, ouais, effectivement. Bon, ça va, vous avez passé une bonne semaine, c'était cool, vous avez repris le taf, vous continuez à être en vacances, c'est la fiesta, c'est quoi ? On va commencer par Kofi. Ouais. Eh ouais. Il va falloir y retourner, bah oui, forcément. Et toi, mon baron ? Mm-hmm. D'accord, alors on va saluer tout de suite Locust Fan qui est déjà là sur le chat. Bonsoir à toi, merci d'être là pour cette première qui nous dit qu'on n'entend pas forcément bien les intervenants. Alors est-ce que tu les entends maintenant ou tu les entends pas ? Cette première nous sert aussi à pouvoir régler un petit peu le matos et s'assurer que tout fonctionne bien. Pour moi, normalement, vous devriez les entendre sans aucun souci, mais bon, on n'est pas à l'abri. Ouais, on n'est pas à l'abri non plus d'une bêtise de ma part. Par contre, si Locust Fan me fait une vanne et qu'il répond pas maintenant sur le chat, on risque d'attendre longtemps. C'est ça qui va être intéressant. Exact. Chatcheron, exactement. Et c'est en mixant qu'on devient mixeron aussi. Il les entend pas du tout, donc ça veut dire que depuis tout à l'heure je parle tout seul. Ah, mais je pense savoir, attendez. Je pense savoir. Peut-être que si je fais ça... Hop. Exactement, c'est toi qui avais écrit tout ça pendant 2 heures. Normalement, là, ça devrait fonctionner. Essaye de parler, mon baron, essaye de parler, Kofi, pour voir ce que ça donne. Test, mais je préviens tout de suite, j'ai mis mon masque, donc là, j'appelle en masqué. C'était pas un problème de... Voilà, mais forcément, si tu nous appelles en masqué, on va moins t'entendre. Voilà, c'est pour ça. Il respecte les gestes de sécurité en même temps et il est à fond dans le thème de l'émission. Bon, là, je confirme qu'on vous entend. Je confirme qu'on vous entend. C'est cool. Plaisir. Donc voilà, vous étiez en train de nous expliquer que vous aviez que toutes les bonnes choses ont une fin. Vous avez repris le boulot, tout ça. Un peu comme potentiellement ceux qui nous écoutent. Hein, forcément, c'est la fin des vacances. On s'approche fatidiquement du mois de septembre. Mois de septembre qui va s'annoncer un peu particulier pour cette année 2020. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir ? On va parler d'actualité.
Vous avez forcément vu, comme tout le monde dans l'actualité, que cette crise du Covid-19 ne cesse d'enfler. Et d'après Santé publique France, alors ça c'est les chiffres que j'ai récupérés tout à l'heure, il y a 7379 nouveaux cas de coronavirus qui ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, dont 320 clusters en cours d'investigation. Et ça fait un total, je crois, de 21 départements qui sont passés en zone rouge. Et ça c'est les chiffres donc qui ont été arrêtés tout à l'heure à 14h. Et depuis ce matin, le masque est devenu obligatoire dans tout Paris et sa petite couronne, à savoir la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne. Pour beaucoup, c'est une mesure qui est incohérente, notamment parce qu'on parlait encore hier soir de l'obligation du port du masque, même pour les personnes qui étaient à vélo, les cyclistes ou les joggers. Et ce matin, revirement de situation, vers 9h du matin, le masque finalement n'est plus obligatoire lorsqu'on est à vélo ou lorsqu'on fait du jogging. Par contre, ça reste flou pour ceux qui sont en trottinette ou les motards. Et quand on s'éloigne de la région parisienne, quand on va par exemple du côté de Nice carrément, il y a certaines zones où le masque, lui, il est obligatoire même quand on est seul au volant. Ça c'est la situation maintenant là en temps réel. La question que j'ai envie de vous poser par rapport à ça, est-ce que pour vous depuis le début là de cette crise du Covid, même un petit peu avant, on va dire depuis fin décembre 2019, est-ce que selon vous l'ensemble des mesures qui ont été prises, elles ont une cohérence ou elles sont pour vous incohérentes? On va commencer, qui veut commencer? Qui veut se jeter à l'eau? Baron, Kofi? Je vais dire un mot. Oui, vas-y, Kofi. Comme on a dit, bien sûr, nous ne sommes pas des spécialistes ni de la politique, ni de la santé. Donc les décisions, bien entendu, je n'ai pas d'avis finalement définitif sur telle ou telle décision, mais comme tu le dis, le problème, il est plus sur la cohérence que sur la mesure prise en définitive. Dans un premier temps, ce qui est difficile, je pense pour moi et comme pour beaucoup de personnes, c'est justement ces revirements de situation, des virages à 180 degrés. Un jour, on nous a dit le masque, surtout pas. Le lendemain, on nous a dit le masque, pourquoi pas. Ensuite, on nous a dit le masque indispensable dans les lieux clos, mais en extérieur, a priori, ça n'a pas de grande pertinence. Finalement, en extérieur, un petit peu, puis en extérieur tout le temps. Moi, j'ai un pronostic. Je pense que d'ici un mois, il faudra mettre un masque sur les masques pour protéger nos masques. Il y a un moment donné, ça devient ridicule sur la cohérence. En fait, ça devient illisible. Moi, je ne sais pas s'il faut les mettre ou ne pas les mettre. Mais le dialogue, ça devient inaudible. Moi, je n'arrive plus à les entendre. Tu partages ce point de vue, Baron ? Alors, juste pour amener encore un peu plus au moulin un petit peu d'eau au moulin des confusions. Il y avait aussi un article du jour du Parisien aujourd'hui qui posait la question, masque obligatoire à Paris, peut-on fumer ou manger dans la rue? Et il se trouve qu'il y a eu une cacophonie aussi à ce niveau-là, où, pour essayer de faire une petite synthèse, l'arrêté préfectoral disait que sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public situés à Paris, il fallait porter le masque à l'exception des personnes, comme tu as souligné tout à l'heure, Abdel, les personnes circulant à l'intérieur des véhicules particuliers, etc. Mais il y a eu la question qui s'est posée vis-à-vis de qu'est-ce qui se passe si on va fumer ou qu'on mange un sandwich, par exemple, dans la rue, quelque chose comme ça. Alors, et on a eu une assistante... attends, que je cite ma source, que je ne l'attribue pas ses propos à n'importe qui. Alors, j'ai affiché sur l'écran l'article dont tu parles, mon baron. Parfait, quelle réactivité. Exactement, on m'appelle le réactif. La préfecture de police assurait alors que quand quelqu'un est en train de boire, de manger une fumée, on ne va pas verbaliser, disait la préfecture de police, c'est une question de discernement. On va attendre qu'il finisse de manger pour lui mettre la prune. Figure-toi que ça fait rire, mais on pourrait presque y aller, car Anne Souris, adjointe à la mairie de Paris, chargée de la santé, a dit il est interdit de fumer dans la rue sans le masque, donc il faut faire autrement. Attends, tu veux dire par là qu'ils ont interdit de fumer sans le masque? Ça veut dire que tu n'as le droit de fumer qu'avec un masque, c'est ça? Avec le masque, c'est exactement ça. Mais ça, par exemple... Ça venait de la voix directe de Anne Souris, adjointe à la mairie de Paris en charge de la santé. Donc effectivement, je pense que... Alors, c'est là que commence enfin ma réponse à ta question de tout à l'heure. Je suis John Préambule. Il serait temps, il est 2h du matin.
Euh, pour ce qui est vraiment de la question de la cohérence des propos et de la cacophonie dans laquelle on est, je pense que effectivement on est dans une situation complètement inédite avec un virus comme on n'en a pas vu depuis un siècle au bas mot, en tout cas dans ces proportions-là, mais que la réponse des gouvernants et de ceux qui sont censés coordonner un petit peu la contre-offensive, elle aussi tient un peu de l'inédit parce que si on ne sait pas où on va, on a l'impression que les réponses, elles non plus, ne savent pas où elles vont. D'accord. Alors juste avant de rebondir sur ce que vous avez dit, Kofi et Baron, il y a Locosfan sur le chat là de notre chaîne Twitch qui nous dit qu'en Espagne, d'où il vient, il y a l'interdiction de fumer et masque obligatoire dans la rue. Donc ça, c'est une mesure qui a lieu en Espagne. C'est vrai que c'est intéressant de voir un peu à l'étranger comment ça se passe. Je sais pas si tu as eu un regard, toi, sur la situation, comment elle est gérée en Angleterre, Baron, parce que je crois que tu as vécu là-bas quelque temps. On en parlera tout à l'heure. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Kofi et sur ce que tu disais, parce que tu parlais notamment de la fumée du fait de fumer. J'avais vu pendant la crise sanitaire au tout début, notamment lorsqu'on était en confinement, il y avait les études qui commençaient à arriver, notamment les études chinoises qui démontraient que le virus se trouvait dans la fumée de cigarettes. Et j'arrive pas à comprendre comment on peut mettre en place des allègements pour les personnes qui veulent fumer en leur disant vous pouvez retirer le masque si vous voulez fumer, sachant qu'il y a potentiellement le risque de transmettre le virus par voie aérienne vu qu'il se trouve dans la fumée de cigarette. Alors, pour ce que j'en comprends, ce qui est pas grand-chose, il va sans dire, mais pour les 2-3 choses que j'ai vues, lues, écoutées, c'est les particules en suspension dans la vapeur que nous exhalons, particules d'eau, dans la vapeur de respiration, qui, elles, sont des gouttelettes de salive et qui peuvent porter les traces du virus. C'est pourquoi, quand on porte un masque et quand il est recommandé de porter un masque, une fois encore, je dis ça sans y connaître rien, mais d'après ce que j'ai compris de ce que j'ai vu, lu, entendu, c'est pas tant pour ne rien recevoir de l'extérieur, c'est plutôt pour ne rien émettre soi-même. Le port du masque n'est pas fait pour se prémunir soi du danger externe, il est fait pour prémunir le reste du monde de ce que nous porterions potentiellement. On est d'accord, mais quand tu es fumeur, que tu as le Covid, que tu fumes et que tu inhales et rejettes de la fumée de cigarette sans masque, tu rejettes potentiellement une partie du virus. Alors, les gouttelettes seraient, je dis bien seraient, c'est à prendre au conditionnel, arrêtées par le masque en question. Oui, mais tu fumes pas avec un masque. Lesquels ? Tu ne fumes pas avec un masque. C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. J'ai arrêté de fumer il y a quelques années, j'ai pas fait l'expérience. Je fume le masque. Oui, tu fumes le masque. tu te fais un 4 masques. Après les 4 feuilles, c'est des 4 masques maintenant. Le Cost Fan nous dit qu'en Espagne, si tu veux fumer, il faut s'isoler des autres. Ça fait partie en fait de la réglementation. Et ça, pour le coup, c'est pas bête, tu vois. Bon, en tout cas, voilà, ça fait partie des multiples interrogations qu'on a. Tu disais tout à l'heure, Kofi, que parmi les différentes mesures et revirements de situation qui ont eu lieu tout au long de la crise sanitaire, ça donnait de l'illisibilité à la situation, et je suis totalement d'accord avec toi. Et je tiens même à ajouter de façon supplémentaire que... En fait, on nous a dit au début que le masque ne servait à rien, mais à un moment donné, souvenez-vous, pendant le confinement, il était interdit de vendre des masques. Si un pharmacien vendait des masques, il pouvait faire de la prison. Oui, c'est bien ça. C'est exactement ce dont je parlais. Et bon, loin de moi l'envie de nourrir des thèses complotistes, parce que à chaque fois, de toute façon, qu'on dit quelque chose qui est qui va un peu à l'encontre de la pensée dominante, de la doxa, on est taxé de complotiste. Mais oui, à ce moment-là, quand il y avait des amendes pour les pharmaciens qui vendaient des masques et qu'il était interdit d'en mettre parce que, bien sûr, ça pouvait nuire à notre santé, étrangement, on en manquait de masques en France. C'est là où on est obligé de s'interroger en tant que simple citoyen à un moment donné, cette incohérence et ces parallèles qui sont pour le moins troublants. Je pense qu'on pourra me permettre d'avoir
de dire cela, sans prendre trop de risques, forcément, il y a un moment donné, oui, c'est ce que je disais. Enfin, moi, ça devient illisible. Et comme tu le disais tout à l'heure, alors moi, hier, j'en étais resté à... le masque était obligatoire. Tu marches, tu cours, t'es à vélo, t'es en trottinette, etc. Sauf en voiture. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, je prenais mon vélo... je trouvais pas ça forcément pertinent, parce que comme le disent certains dans les fédérations de cyclisme, etc., de fait, le fait d'avoir un vélo, ça t'assure de fait une certaine distanciation sociale. Et donc je trouvais pas ça forcément pertinent, mais très discipliné que je suis, j'ai mis le masque. Et j'apprends dans la journée, en fait à 8h il est interdit, à 9h il est autorisé. Au moment où je vous parle, peut-être qu'il y a encore eu... donc entre l'illisibilité et en plus les changements incessants, ça devient très compliqué. À un moment donné, dans certaines villes, il fallait mettre le masque du numéro 1 au numéro 52 de la rue Tartiflette, et puis au numéro 53, ce n'était pas nécessaire. Et puis, moi, je savais pas qu'il fallait faire des études de droit pour respecter des lois. Ça devient vraiment très, très compliqué. Mais c'est vrai que ça a manqué totalement de lisibilité, et j'ai cru comprendre que la raison principale pour laquelle le masque est devenu obligatoire partout à partir d'aujourd'hui, c'est pas tant des questions sanitaires principalement, c'était surtout pour des questions de lisibilité, puisque lors des semaines précédentes, le gouvernement avait donc, comme tu viens de le rappeler, Kofi, le gouvernement avait mis en place des restrictions très localisées, et notamment, alors c'était même pas le gouvernement pour le coup, c'était les préfets qui avaient mis en place des restrictions très localisées dans certaines rues, ce qui faisait que des fois t'étais face à une incohérence totale, comme tu viens de le dire, t'étais sur une rue où c'était interdit, tu traversais le passage piéton, et là le masque était plus obligatoire. Et tout ça a créé une situation totalement illisible, et tu sais, au gouvernement, ils font, quand tu diriges un pays, t'es amené à faire des études d'opinion pour voir un peu l'impact des décisions qui ont été prises, etc. Et les conclusions de ces études-là ont été que la situation était illisible, et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de rendre le masque obligatoire, donc en plus du passage en zone rouge. À un moment donné, on comprenait plus rien. Qu'est-ce qu'une zone rouge ? Il y avait tout un tas de critères qui étaient un peu trop compliqués à comprendre quand t'as pas le nez complètement dans l'ensemble de la documentation qui peut être éditée sur le sujet, et qui faisait du coup que t'étais largué. Et c'est la raison principale pour laquelle ils ont mis en place cette mesure qui, pour moi, je vais dans ton sens, rend totalement illisible et même discrédite la parole publique de nos politiques. C'est qu'à un moment donné, si ça avait été la seule modification, disons qu'il y avait une certaine, pour le coup, cohérence, pertinence, en tout cas, ils avaient une explication. Justement, dans un premier temps, c'était trop compliqué, on change. Mais on change et on le rend plus simple. Mais quand c'est à la suite d'une infinité de changements, et que même cette modification, elle est modifiée dans la journée qui suit, il y a un moment donné, oui, forcément, c'est difficile ensuite de faire entendre. Il faut savoir que dans certains pays, le port du masque, c'est limite, c'est culturel. Nous, on est loin de ça. Du jour au lendemain, quand on veut le mettre, on nous dit non. Du jour au lendemain, on dit non, il faut le mettre, tout le monde le met. Je sais pas vous, mais à un moment donné, toute la journée, des fois, ça finit par être un peu désagréable. On sait pas en plus pendant combien de temps on va devoir le mettre. Je trouve, moi pour le coup là, qu'on tape très fort, très vite, après 1000 changements. Donc, moi par exemple, j'ai du mal à me projeter. Là, je sais pas si ça doit durer 1 an ou plus. Tous les jours, tout le temps, le masque, c'est compliqué. Puis ça fait, c'est compliqué. Et j'aurais peut-être plus facilement fait, je l'avoue, après on a un esprit, on est être humain, un esprit de défiance, etc. par moment, mais si tout avait été un petit peu plus clair, un peu plus carré, j'aurais été peut-être plus enclin à écouter, à entendre et à faire les efforts supplémentaires. Là, des fois, tu as l'impression de faire l'effort pour rien, parce que tu sais pas où ils vont.
Tu dis je le fais, mais je le fais parce que je dois le faire, quoi. C'est la peur du gendarme. Oui, c'est ça, c'est c'est la peur du bâton, effectivement. Alors, il y a des réactions qui arrivent sur le chat, notamment Locosfan qui nous dit quand tu expires la fumée, c'est comme si tu soufflais. Et je ne suis pas d'accord avec vous, il n'était pas interdit d'en mettre, mais on n'en avait pas assez et ils étaient réservés au personnel de santé. T'as raison factuellement, c'est vrai que c'était pas interdit d'en mettre, mais on a interdit d'en vendre. Moi clairement j'étais dans cette situation là à un moment donné pendant le confinement, en profitant de mes courses, j'ai fait un crochet par une pharmacie pour demander s'ils avaient des masques. Le pharmacien m'a clairement répondu oui, on a des masques, mais j'ai pas le droit de vous les vendre. Il me dit j'en ai beaucoup, ils sont là, j'en ai beaucoup, mais je peux pas vous les vendre parce que je risque tant en amende et je risque surtout 6 mois d'emprisonnement. Donc non, tu devras attendre la fin du confinement pour avoir tes masques. C'est ça, oui. Donc on dit pas qu'ils ont interdit de mettre des masques, on dit juste que c'est, si tu veux, c'est la chronologie qui pose problème et c'est les revirements de situation. On part d'une situation où au début on te dit que non, le masque ne sert à rien, puis ensuite on te dit que seuls les masques FFP2 sont utiles, puis ensuite on te dit bah non, finalement les masques chirurgicaux aussi ça peut être utile, c'est moins efficace que les FFP2, mais ça peut être aussi utile, mais c'est pas alors que les masques en tissu ne protègent pas. Puis ensuite on te dit finalement interdiction de vendre des masques, puis ensuite on te dit bah maintenant, on va déconfiner, mais il faudra porter des masques. Et par contre, les masques, il faudra tout le monde porter des masques en tissu. Enfin, tu vois, ça devient n'importe quoi. Clairement, je pense qu'il y avait eu un peu plus de vision. C'était, je sais plus, c'était De Gaulle qui disait gouverner, c'est prévoir. Je sais plus qui disait ça. Mais clairement, là, il y a eu un manque de prévision. C'est-à-dire que, on est d'accord, hein, la situation, elle est pas simple. J'aurais pas aimé être à leur place pour gérer ce boxon. Ça doit pas être simple du tout. Il doit faire des nuits blanches. Des nuits blanches, on est d'accord. Mais à un moment donné, il y a aussi une espèce de bon sens à avoir. Quand tu déconfines, après plusieurs semaines de confinement, tu déconfines sans imposer le port du masque. Pour moi, il y a clairement un problème. Oui, et j'aimerais juste en un mot quand même rebondir sur ce qui a été dit. Alors, le rappel est juste. Il n'a jamais été interdit de porter des masques. On parlait surtout de la vente, mais je rappelle quand même, tout le monde retrouvera les vidéos aisément. Quand Sibeth Ndiaye, tout de même porte-parole du gouvernement, nous disait, nous rappelait, je n'ai plus, en substance, je n'ai plus les mots exacts, mais que porter le masque, c'était déraisonnable, que c'était un geste limite, un geste technique de haute volée, et que c'était contre-productif. Elle était plutôt affirmative sur ce qu'elle disait. Donc oui, légalement, c'était pas interdit, mais tout était organisé pour qu'on n'en ait pas et pour qu'on n'en mette pas. Mais légalement, si tu en avais un, bien sûr, tu pouvais le mettre. Alors, si vous le voulez bien, je vais rebondir sur ce que tu dis, Kofi, et ensuite on donnera la parole à Baron, pour diffuser justement un extrait de quelques interventions du gouvernement à l'époque où justement il conseillait il déconseillait le port du masque. Alors vous allez juste me confirmer que vous voyez bien sur Discord les images ? Oui ? Alors, pour l'instant, je n'ai rien. Tu n'as pas une vidéo avec notre cher ministre de la Santé ? Je suis peut-être pas sur la bonne fenêtre, mais... Ouais, non. Et là ? Non, c'est pareil. Non. Hop, je vais faire ça. Excusez-moi pour ceux qui suivent. Hop là, je la relance. Et comme ça, est-ce que vous voyez toujours... Est-ce que là c'est mieux ? Vous voyez quelque chose qui est apparu, non ? Le stream vient de commencer. Il y a quelque chose peut-être qui est en du coup, tu vas avoir une vidéo. Oui, ça c'est bon. Ok, super. Alors du coup, vous à la maison, là sur Twitch, vous allez pouvoir suivre avec nous. Ça dure 2 minutes, on se regarde ça, comme ça nous fait un petit reminder sur la situation et le discours officiel du gouvernement par rapport au masque. Et puis ensuite, on revient avec toi, Baron, qui aura la parole. Sur ces masques, nous disposons de stocks stratégiques, à la fois dans les hôpitaux et à la fois dans un très grand nombre de cabinets libéraux et à la fois dans un grand nombre de services de l'État qui nous permettent de faire face à la demande. Je le répète, nous n'avons pas de malades ce soir sur le territoire national. Il n'y a donc aucun problème d'accès à ces masques pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. La commande permettra de répondre en masque. Je le redis, il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin. S'agissant des masques, nous disposons de toutes les expertises scientifiques suffisantes à ce stade.
recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière, de santé publique, ainsi que des publications internationales de renom qui attestent d'une efficacité équivalente face au coronavirus des masques dits FFP2, les masques à haut niveau de technicité, et de l'usage concomitant d'un masque chirurgical anti-projection pour le patient et pour la personne qui est en face, à savoir le soignant. Les masques. S'agissant de l'utilisation des masques, il s'agit d'une ressource rare. Il faut en être conscient et donc le respect des règles de bon usage est essentiel. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Des camions circulent en ce moment partout en France pour aller pour aller déposer des masques dans des pharmacies. C'était l'engagement du président de la République lors de son allocution télévisée. Et donc, dès ce soir et jusqu'à jeudi, cette distribution de masques dans les officines aura lieu et permettra en priorité aux professionnels de santé de pouvoir être pourvus en masques et donc d'être ainsi protégés. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Ça, c'est la... Nous avons une gestion... Alors, je vais juste mettre pause 2 secondes parce que visiblement, vous n'avez pas entendu là sur le Discord, mais en gros, elle disait que les Français ne pourront pas acheter de masques parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Voilà. Parcimonieuse de ces masques avec... Nous avons une gestion parcimonieuse de ces masques avec une priorité qui est apportée aux soignants pour ces masques. Il y a eu récemment quelques difficultés logistiques, je le reconnais bien volontiers, mais depuis hier, nous avons des masques qui arrivent dans les pharmacies et qui, je le répète encore une fois, sont à destination prioritairement des soignants. Bon, voilà, ça c'est la fin de l'extrait. Alors je mea culpa quelque part parce que c'est vrai que dans ces extraits-là, en totale honnêteté intellectuelle, ils ne disent absolument pas que c'est pas utile. Ils disent que quand on n'est pas malade, ce n'est pas utile et qu'il vaut mieux le réserver aux professionnels de santé. Mais, ouais, bon, c'est de la rhétorique, hein. Mais d'un point de vue factuel, ça reste quand même honnête dans le sens où ils ne sont pas en train de dire les masques ne servent à rien. Ils disent les masques ont un cadre d'utilisation pour être efficaces et vous n'entrez pas forcément dans ce cadre-là. Donc on préfère réserver le peu de stock aux personnes qui en ont réellement besoin, à savoir le personnel hospitalier et les malades. Ndiaye, il y avait un discours un peu plus, oui, qui différait un petit peu. C'est ce que j'essaye de retrouver comme vidéo et je vais la retrouver. Je continue à chercher. Juste en attendant, je redonne la parole. Je te redonne la parole, Baron, par rapport à la situation justement concernant cette incohérence et sur cette lisibilité du discours gouvernemental. Pendant ce temps, Florine et Rogis, t'es là pourquoi, toi? Moi, j'ai tué 3 personnes et toi, j'ai vendu 3 masques. Ouais, c'est pas comme ça qu'on devient le caïd de la prison. Alors juste avant que tu continues, Locosfan qui dit donc ça il devait les réserver au personnel de santé. L'erreur de l'État est d'avoir dit que le masque n'était pas utile pour masquer le fait qu'il n'en avait pas assez pour la population. Ils auraient dû parler avec franchise, reconnaître un manque de stock de masques pour la population, mais ne pas dire qu'il n'était pas utile. Tout à fait. Bon, ça me coupe un petit peu l'herbe. Ça me coupe un petit peu l'herbe sous le pied, vu que c'est en substance ce que j'allais dire, mais que oui, on était dans une situation assez particulière où on se souvient un petit peu avant, on nous avait entendu dire que des masques, vous en faites pas, il y en a plein, il y en a des pleines caisses, on en a des stocks, etc. Et quand on en a eu besoin, on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait pas tant que ça. Donc, on a eu un petit peu une situation où il a fallu parer au plus pressé. Et les restrictions, on a fermé les robinets beaucoup pour que les masques puissent aller d'abord et avant tout aux professionnels de la santé. Alors ensuite, c'est vrai que on peut très facilement, a posteriori, garder une sorte de traduction de ces faits-là comme on ne voulait pas qu'on porte des masques, parce que c'est assez voisin dans l'idée, même si c'est vrai que la cause n'est pas la même, mais les faits lui restent le même. Je pense que c'est important
de pointer du doigt les dysfonctionnements et les incohérences auxquelles on est mené, entre guillemets, auxquelles on peut avoir eu à faire face de la part des services publics dans ce qu'ils nous disent qu'il faut faire ou pas. Mais je pense que derrière, il y a aussi une part de responsabilité individuelle, où c'est pas parce que on nous dit que blanc qu'il faut nécessairement penser blanc, ou alors penser noir non plus. On peut penser tout un tas de gris, de nuances de gris. Oui, mais quand même, le gouvernement a quand même pour mission de protéger sa population. Tu peux pas partir du principe que le gouvernement te dit quelque chose et que toi tu dois forcément remettre en cause à un moment donné. Si tu n'as même pas confiance, si t'as même pas confiance au discours officiel du gouvernement, à un moment donné il y a un réel problème. Tu vois, c'est que t'es plus en démocratie. Ce qui n'est absolument pas du tout ce que je suis en train de dire. D'accord. C'est pas ce que j'ai compris, pardon. Voilà. Et donc, par exemple, je ne parle que de l'exemple que je connais, à savoir le mien. Lorsqu'initialement on nous disait que si on n'était pas malade, on n'avait pas besoin de masque, que les gens n'étaient pas formés, ça aussi c'est quelque chose qu'on a entendu au départ, n'étaient pas formés à porter des masques, etc. Si Betendai en rigolait en disant même c'est trop compliqué de mettre un masque, moi-même je ne sais pas mettre un masque. D'ailleurs il y a eu plein de parodies ensuite. Ouais. J'ai pris des risques, je me suis fait un masque en tissu et j'ai commencé à porter le masque relativement tôt dès que je mettais le nez dehors. Mais c'est pour ça que je parle de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que bien entendu que c'est le travail du gouvernement de nous protéger, mais c'est aussi notre travail à nous de se protéger soi-même. C'est notre responsabilité individuelle, notre premier devoir qu'on a envers soi-même, c'est de prendre soin de soi. Et je prends l'exemple d'endroits dans lesquels, par exemple dans les transports, quand il y a des gens qui semblent, alors à l'heure de pointe, c'est vrai que c'est compliqué sur certaines lignes de métro, mais qui semblent faire fi de la distanciation au prétexte qu'ils ont un masque, c'est directement cette personne-là et son interprétation des gestes de sécurité ou même son instinct de conservation, ce que vous voulez appeler ça comme vous voulez, qui pose problème plus que les directives qui viennent de la RATP ou les directives qui viennent du gouvernement ou les directives qui viennent d'ailleurs. C'est un tout. Comme chaque question de société, il est toujours difficile de les résumer à une cause plus prépondérante qu'une autre, parce que les situations, et ça va faire plaisir à Biel, ne sont pas unifactorielles. Unifactoriel, mot contre triple au Scrabble. Ça, je vous le conseille, ce mot-là, il est très important. Unifactoriel. Et du coup, sur la lisibilité, alors, Baron? Sur la lisibilité, je pensais avoir été plus clair que ça, mais visiblement... Non, c'était illisible pour moi, sincèrement, c'était pas lisible. Oui, je suis aussi lisible que le gouvernement. C'est-à-dire que, d'accord, il y a un discours brumeux, mais il faut savoir sur certains points, à mon sens, faire fi de la complexité et se dire quelle est pour moi la ligne de conduite que je considère comme la plus sûre. C'est ça que j'essayais d'expliquer. Oui, mais quand le gouvernement te donne des directives à suivre, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de conseils, on est clairement face à c'est des injonctions. Si tu ne mets pas de masque, t'as 135 € d'amende. Si tu récidives, ça passe à 1500. Et si tu récidives encore dans le mois, c'est peine de prison. Donc là, on est carrément face à des véritables injonctions. Comme je disais tout à l'heure, quand ça a commencé avec un son de cloche qui était tout autre, j'ai pris mes responsabilités vis-à-vis de ce qui me semblait, moi, être le plus clair. Oui, on est d'accord, oui. Donc, après, moi, si tu veux, peu importe ce qu'ils disent, tant que je sais qu'il y a des gens qui sont infectés et des gens qui en meurent, j'ai pas besoin que le gouvernement me dise à partir de maintenant, on va verbaliser. Depuis février, dès que je mets le nez dehors, je sors avec un masque, je me désinfecte les mains, j'ai toujours... Alors, mouton, pas mouton, ceci, cela peut-être. En tout cas, je me dis à mon âme et conscience, si je me blinde et je fais en sorte que les choses sont très sérieuses et dangereuses, je minimise les chances d'avoir quelque chose. Mmh. Oui, c'est de la responsabilité individuelle, on est d'accord, oui. C'est comme...
prendre le parti de mettre sa ceinture de sécurité depuis avant l'époque où c'est devenu fortement verbalisé et complètement obligatoire. Alors juste avant de te donner la parole, Kofi, Locosfan nous dit ils auraient dû parler donc avec franchise, reconnaître un manque de stock de masques pour la population, mais ne pas dire qu'il n'était pas utile. C'est la jurisprudence Bachelot. On a tellement montré du doigt avec sa commande de vaccins que le gouvernement a eu peur d'être trop prévoyant quand le virus est apparu. Il y a de ça. Mais c'est pas. C'est vrai, mais je voudrais juste avant de réagir à ça, rebondir rapidement sur ce qu'a dit le baron. Juste petite chose, alors moi je suis d'accord qu'à l'échelle individuelle, il y a des responsabilités, qu'on n'a pas besoin non plus d'attendre l'État à chaque fois pour prendre certaines dispositions. Mais il ne faut pas oublier que la mission première d'un État, c'est de maintenir l'ordre et la sécurité, et que en tant que tel, on lui confère tous les pouvoirs nécessaires, et toute la puissance publique, par le biais, l'État a l'usage légitime de la violence, a tous les leviers au niveau des finances, etc. Donc on lui confère, on lui délègue pas mal d'outils pour justement organiser cette sécurité et cet ordre. Donc bien sûr qu'à l'échelle individuelle on peut faire certaines choses, mais force est de reconnaître qu'on est quand même plus limité, qu'on a délégué une partie de notre action à cet État, et quand il fait défaut, on est en droit, et même je pense que c'est l'un de notre devoir, de la rappeler et de pointer les dysfonctionnements à ce niveau-là, ou du moins les incohérences. Pour rebondir sur ce que tu disais et sur la réaction, le commentaire, oui, c'est vrai, à l'époque, Roselyne Bachelot, c'est vrai qu'elle avait pris cher. Elle avait pris cher parce que finalement, commander je ne sais plus combien de vaccins pour une utilité toute relative au final. Et tu disais tout à l'heure, bien sûr, moi je peux reconnaître à l'État une certaine difficulté à gérer ce type de situation. À l'époque de Bachelot, juste pour répondre à ta question, pour le grippe H1N1, c'était 50 millions de vaccins qu'elle avait commandés. Ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal. Je sais pas combien, ça fait combien l'unité donc total. Ça fait quasiment un vaccin par personne, ouais. Mais donc c'est vrai qu'après la décision politique c'est quelque chose de difficile. Bien sûr, assis confortablement chez nous, on est bien conscient, il y a certaines critiques qui peuvent être faciles. Donc il y a ces paramètres-là à prendre en compte, ce n'est pas évident, mais pour moi ça ne justifie pas. Ça peut expliquer certaines craintes, certaines décisions, peut-être dans un premier temps, mais ça ne justifie pas le manque de transparence, les incohérences flagrantes. Moi, à mon humble niveau, je trouve qu'on a dépassé toutes les limites. Là, c'est gros. C'est gros. Moi, ce qui me fait clairement peur, en fait, par rapport à la communication du gouvernement, c'est le risque d'être face à des comportements complètement irrationnels. C'est-à-dire qu'on voit notamment une forme de complotisme qui s'est développé autour du port du masque, où certains ont l'impression qu'on va... Alors, et c'est un gros méga mix dans leur tête, hein. On leur met des puces 4G dans les masques, etc. Mais si tu veux, ce discours totalement illisible où on revient sur notre parole et on te donne des injonctions contradictoires au fil du temps, n'aide absolument pas à la crédibilité du gouvernement. Et est-ce que ça ne participe pas aussi à l'aggravation de la crise sanitaire, sachant qu'à la base déjà, c'est une situation très complexe à gérer et on n'a pas besoin de ça pour complexifier encore plus cette crise, quoi. Moi, ça me semble évident. Ça me semble évident. Justement, on nourrit toutes ces thèses un petit peu complotistes encore une fois en n'étant pas transparent et en ayant une lisibilité, en ayant une opacité aussi importante. Mais ça, après, c'est un autre débat, mais c'est la différence entre les responsabilités réelles du politique, cette temporalité, que ce soit pour des enjeux au niveau sanitaire, économique, etc., et les enjeux au niveau électoral. De toute façon, on en reviendra toujours à ce problème-là. Là, je fais c'est une petite digression, mais je pense, sans être complotiste, on parlait de la difficulté du politique, de gérer certaines crises, etc., par rapport à certains antécédents, par rapport à plusieurs facteurs. Ce n'est pas, comment vous dites, unifactoriel. Unifactoriel. T'as trois points, ouais, le Scrabble, ouais.
3 points, consonne, voyelle. Non, oui, bien sûr, mais cet enjeu-là, là par exemple, on est à 2 ans des élections présidentielles. Forcément, quand tout à l'heure on disait ils auraient dû être transparents dès le début et nous dire que c'est parce qu'ils ont manqué de masques, etc. Moi, le bon sens pour moi veut qu'on fasse cela. Mais je pense qu'en stratégie politique, électorale, je pense qu'ils le savent, c'est pas forcément bon. Enfin, en tout cas, jusque-là, ce type d'agissement a payé. Donc, ils reproduisent ce qu'ils payent pour être élus. Parce que pour toi... Pardonnez-moi la digression, mais pour moi, c'est un petit peu lié à ces décisions. Pour toi, il y a un calcul politique quand même derrière, histoire de pas griller leur chance pour les... Forcément, je dis pas, encore une fois, je dis pas que au moment où ils doivent traiter le problème, que leur logiciel est purement électoral. Enfin, je dois espérer qu'ils n'en sont pas non plus à ce point-là. De toute façon, ils vivent en France avec nous, ils vivent dans le monde avec nous, parce que là, il s'agit de pandémie plus que d'épidémie. Donc, de toute façon, ils sont touchés comme nous. Le virus ne fait pas de distinction de classe sociale, etc. Leurs familles peuvent être touchées. Donc, bien évidemment, je pense qu'ils veulent régler le problème. Mais ils sont pris en étau entre la volonté de régler le problème, des enjeux économiques, parce qu'on parlait du confinement, bien sûr que ça pouvait pas être indéfini, parce que si on meurt pas du virus, on va mourir de faim à un moment donné si ça tourne pas. Et d'ailleurs, là, mais en même temps, il y a aussi le côté électoral. Bon, bref, je m'arrête là, mais oui, il y a plusieurs facteurs, et ce facteur-là électoral, bien sûr, compte. Et t'as raison de parler justement de la situation économique, parce que là, septembre s'annonce catastrophique. Le secteur de la restauration et du tourisme ont vécu des mois de juin, juillet, août catastrophiques, et il y a fort à parier qu'en septembre, ce sera pas mieux, quoi. Oui, j'imagine qu'il y en a qui sont cassés les dents. Alors, descendants, ouais, exactement, le retour descendant. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ce qui va se passer là début septembre, parce qu'il y a les gilets jaunes qui avaient promis d'être de retour, et ils ont annoncé, je crois que c'était pour le 12 septembre, une méga manifestation dans toute la France. Je pense justement que cette illisibilité du discours gouvernemental va absolument pas aider justement leur cause, et qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont se rassembler, tout simplement, déjà ne serait-ce que pour une question de ras-le-bol. Au quotidien, quand t'entends tout et son contraire, à un moment donné, c'est forcément gavant. Locosfan qui nous dit: quand on voit la gestion du coronavirus par la première puissance mondiale, les USA, je me dis qu'on est quand même loin d'être les pires. On a été dans la moyenne, ni plus ni moins. C'est très intéressant. On va s'intéresser un peu à la situation un peu partout dans le monde. Je sais pas si vous avez toujours l'écran partagé, Baron et Kofi. Est-ce que l'écran est toujours partagé chez vous? Vous voyez toujours, hop, voilà. Oui, c'est bon. Ouais. Je vous partage donc les chiffres actualisés en temps réel par Google de la situation du Covid dans le monde, et comme on peut le voir, les États-Unis, effectivement, tu as raison, Locosfan, sont quand même les plus à plaindre dans cette situation, avec plus de quasiment 6 millions de cas et quasiment 200 000 décédés, avec juste derrière le Brésil, l'Inde, la Russie, le Pérou, et nous on est quand même dans ce classement un peu plus bas, on a 30 000 cas, donc c'est quand même 30 000 de trop. Oui, mais il faut le rapporter à la population totale. Oui, on est d'accord, hein, mais je crois qu'il n'y a pas les pourcentages dedans de la population. Tu as raison, effectivement, les chiffres bruts comme ça pris tout seul, ça ne veut rien dire. Effectivement, il faut les rapporter à la population, mais enfin, quand tu vois 30 000 pour la France et 200 000, ouais, peut-être qu'en termes de proportion, ouais, t'as peut-être raison. Faut voir. C'est quoi la population des États-Unis, le nombre d'habitants des États-Unis? Vous connaissez? On doit être autour de 380 millions, je pense. Ouais, on va chercher ça, on va faire les calculs en direct, on est là pour ça, non? Voilà. 328 millions. 328 millions. Ah, t'es bon, hein. Quand je vous disais que c'était la personne la plus intelligente de mon entourage, je disais pas des conneries, hein. Oh, intelligent, pas sûr. Déjà, faudrait définir l'intelligence. Bah voilà, tu vois, tu m'as largué. Tu m'as largué. Donc ouais, 328 millions. Ouais, là on est quoi? On a 200 000. Ça fait combien en pourcentage? Ouais, ça fait beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup. Ça doit faire, je sais pas, même pas 1%, je pense. Hop, si on divise, hop. Ouais, ça fait pas loin de 0,5, un truc comme ça. Et par rapport à la France, si on prend 200 000, là c'est pas... Ouais, effectivement, les chiffres sont un peu comparables.
Tu as raison, effectivement. C'est à peu près ça. Hein. Ouais, rapporter à la population, effectivement, ça match, quoi. Effectivement, quand on rapporte à la population, les chiffres, effectivement, prix brut sont beaucoup plus colossaux, mais quand on les rapporte en pourcentage par rapport à la population, effectivement, ça se vaut, quoi. Ça se vaut. Même si les drames ne peuvent pas se comparer, bien évidemment. De toute façon, chaque mort est un mort de trop, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais pour utiliser, oui, ces chiffres quand même à titre comparatif, la comparaison, quoi qu'il arrive, est limitée. Et là, d'autant plus avec un nombre en absolu. Je pense que c'est bon de le rappeler parce que souvent, des chiffres sont un peu utilisés, balancés comme ça. Et on le dit souvent, on fait dire n'importe quoi, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Alors moi, je dis pas qu'il faut pas les utiliser, hein, c'est des indicateurs. C'est intéressant, mais bon, c'est toujours bien de nuancer. Oui, il faut les recontextualiser pour bien les lire, effectivement, tu as totalement raison. Mon baron, un truc à dire ? Sur les chiffres, sur le fait de les ramener... Ouais, sur ça et peut-être aussi déjà, sur je commencerai par dire que je te laisse les maths, parce que c'est connu, les maths, ça tue. Les maths, ça fait mourir, effectivement, on est d'accord. D'ailleurs, il faudrait peut-être expliquer cette thèse à tous ceux qui nous écoutent sur les mathématiques et la mort. C'est une théorie que j'ai développée il y a bien longtemps, que les mathématiques sont fatales, que tous les gens qui sont connus pour avoir fait des maths, Pythagore, Thalès, Einstein sont tous morts. Alors que j'ai regardé tous les films et la série Highlander, on n'a jamais vu aucun mathléode faire des maths. Immortel. Exactement. Tout ce que j'ai vu. Implacable, c'est QLT. C'est de la logique, à un moment donné, c'est mathématique, tu vois, je veux dire, c'est mathématique, comme quoi je te laisse le soin de cette déclaration, c'est déjà faire trop de maths à mon goût. Exact, mais comme quoi on peut vraiment faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. Du coup, par rapport à cette situation mondiale, mon baron, toi qui connais un peu l'Angleterre, j'imagine que tu suis l'actualité là-bas, est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'est vécu ? Est-ce que on se positionne ici en France un peu mieux en termes de... Alors c'est compliqué parce que ça reste subjectif, mais je veux dire, est-ce que tu peux nous donner un peu la température de la façon dont les choses sont vécues là-bas ? Pas très très bien. Pas très très bien. Et ils ont encore plus de cas déclarés que nous à l'heure actuelle. Parce que quand les deux pays étaient dans les phases ascendantes de désinfection, la vitesse à laquelle le virus s'est propagé outre-Manche était bien plus alarmante qu'ici. Déjà qu'ici, c'était déjà pas simple, mais là-bas, c'était terrifiant. En même temps, c'était dû à une décision de la part de Boris Johnson, le Premier ministre britannique. C'est vrai que lui, au tout début, il misait sur l'immunité de groupe. Exactement. Donc, comme il partait sur cette voie, cette réponse possible au virus, mais qu'il n'y a pas eu de comment on appelle ça, de réponse immunitaire de groupe à la hauteur, il y a eu beaucoup de dégâts. Donc lui-même d'ailleurs, on s'en souvient, il y a quelques mois a été infecté et assez mal d'ailleurs parce que c'était pas une forme bénigne, il a été en soins intensifs, a été intubé, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où lui-même a été touché qu'il s'est rendu compte. Ils ont pris conscience de la gravité du problème, ouais. Et voilà, qu'il ne s'agissait pas juste d'une grippe. D'une grippette, ouais. Donc, depuis, le pays est en train de faire de son mieux. Le confinement qu'ils ont mis ensuite en place a été assez sévère. Alors, après, c'est une appréciation subjective, hein, l'adjectif que je vais utiliser, mais je pense qu'elle a été, le confinement a été adéquat. Je pense qu'il était nécessaire, ne serait-ce que pour limiter un petit peu le nombre des propagations, d'avoir une cassure nette dans le mode de vie qu'ils avaient. Mmh. Ils sont toujours confinés là-bas actuellement ou il y a eu un déconfinement ? Fort ralentissement. Oui, il y a eu un déconfinement après le nôtre. C'était courant juillet si ma mémoire est bonne. Mais ils ont encore quelques précautions qui sont différentes de ce qu'on a ici. Par exemple, il y a une quarantaine de 14 jours pour les gens qui entrent sur le territoire encore, qui viennent de l'étranger, qui viennent de tout un tas de pays.
dont la France qui a été rajoutée il y a 2 semaines, je crois, 1 ou 2 semaines. Oui, c'était il y a 15 jours de ça. Ouais. Donc il y a ça. Si on essaie de prendre un point de vue un petit peu international, je vois l'Italie qui se portait très très mal. Hein. On se souvient au début de l'épidémie, c'était l'homme malade de l'Europe, comme on disait, qui se porte aujourd'hui mieux, mais il est entre la Turquie et l'Allemagne. Bon, ça représente encore à l'heure actuelle un chiffre comme 265 000 contaminations, ce qui est pas rien, mais si on prend la France avec ses 304 000 actuels, c'est toujours mieux. Mais parce qu'ils ont pris le parti d'imposer les masques dès le début, et ils s'y sont tenus. Ils s'y sont tenus de manière rigoureuse. Il n'y a pas eu de bon ben demain, ça sera de telle heure à telle heure. Là, ça sera dans cette rue, etc. Donc, je pense que comme les uns et les autres, on ne cesse de le souligner depuis le début de cette conversation, les moyens qu'on met en œuvre sont importants et l'adhérence à ces moyens, la cohérence à ces réponses est tout aussi importante. Merci pour ces éclaircissements, mon baron. Locosfan qui rebondit par rapport à notre conversation sur les chiffres, et ce que tu disais notamment, Kofi, par rapport au fait qu'il fallait recontextualiser les chiffres dans leur contexte. Il dit il n'y a pas que les chiffres qui comptent, la prise en charge des malades notamment, quid des malades non assurés aux USA, les amortisseurs sociaux, les aides aux entreprises, etc. C'est vrai que ça amplifie la crise. La question du chiffre, je pense, le Cosfan, c'était surtout par rapport à l'ampleur de l'épidémie, pas par rapport à la gravité de la situation. Oui, bien entendu. Bien entendu. Après, moi, après, je ne suis pas un expert du système de santé américain. Enfin, même si on a tous ouï dire que le système français a priori était meilleur. Maintenant, sur la gestion de crise en tant que telle, je me garderai bien de faire toute analyse à ce niveau-là. Je n'en sais rien. Bien sûr, tout n'était pas noir en France. Je pense que ne serait-ce que au-delà on parlait des responsabilités individuelles, je pense qu'individuellement, tout le personnel soignant a largement fait sa part lors de cette crise. Et c'est tout à l'honneur c'est la grandeur de la France aussi. La France, c'est ses habitants et c'est ces gens-là qui font ce travail au quotidien, c'est un peu tout le monde. Donc non, bien sûr, mais ce que je disais n'allait pas nécessairement à l'encontre de la réaction de Locosfan. C'était juste une nuance apportée au propos. Bon, eh bien merci à tous. Là, je pense qu'on arrive sur la fin de l'émission. Il est quasiment 23h pour cette première. On vous donne rendez-vous, je sais pas, quand on aura décidé d'en faire une deuxième, peut-être en 2022, non? Au rythme auquel on se programme ça. Ouais, avec un Covid-21. Ouais, exactement. On n'espère pas. Pour le coup, si vous avez des idées de sujets, de thèmes, etc. que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à nous envoyer ça via le Discord ou le chat de Twitch. Ça peut être intéressant. On est preneur de tout type de sujets. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de réfléchir ensemble à la situation globale. Comme on vous l'a dit, on n'est pas des experts. Le but, c'est juste d'échanger, d'essayer de partager un peu nos points de vue. Merci beaucoup, Baron et Kofi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toi. Et puis je vous dis à bientôt, à vous aussi qui avez été là ce soir en direct. N'hésitez pas à suivre la chaîne, cliquez sur le petit cœur là, suivre, ça vous permettra d'avoir une notification la prochaine fois qu'on aura un live. C'est gratuit, nous on gagne rien dans l'histoire, on cherche pas forcément à bâtir une communauté, l'idée c'est juste de partager ensemble. Donc si vous cliquez sur le petit cœur, la prochaine fois qu'on fera un live, vous recevrez une petite notif et vous pourrez venir du coup partager avec nous un moment de réflexion autour de l'actualité. Je vous souhaite une excellente soirée, puis je vous dis pas à la semaine prochaine, pas au mois prochain, j'en sais rien, ça se trouve ce sera demain soir, ça se trouve ce sera dans 15 jours, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Salut. Voilà. Salut.